Bonjour à toutes, bonjour à tous. Monsieur le ministre, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir pour France Stratégie de travailler avec vous. Et puis, cher Pascal, merci de votre invitation. C'est vrai que vous avez eu l'idée depuis le début de vos travaux de nous associer à ce que vous faites, et pour nous, ça a été extraordinairement stimulant. J'appelle de mes voeux une situation où il y aurait dans chaque pays une institution qui ressemblerait un peu à Luxembourg Stratégie, un peu à France Stratégie, et où nous pourrions avoir le type de dialogue que nous avons noué. Je crois que c'est très utile pour chacun de nous, très utile pour la démocratie. Les thèmes de votre conférence invitent à se projeter dans un avenir qui est lointain, dans un avenir qui est incertain, dans un avenir où il peut y avoir des bifurcations sur les différents chemins que peuvent emprunter nos sociétés. Les rythmes peuvent être différents, et puis il peut y avoir beaucoup d'aléas, et c'est bien ce qui nous réunit aujourd'hui, ces idées de conjuguer de la perspective, de la prospective, et le tout étant assis sur une bonne connaissance du passé et de la rétrospective. Ce que je vais essayer de faire aujourd'hui avec vous, c'est de vous donner quelques éléments sur ce qui pourrait se passer à un terme relativement proche de l'ordre de la décennie pour l'emploi dans le contexte de la transition écologique, et en particulier essayer de voir si nous pouvons d'ores et déjà dire quelque chose d'à peu près solide sur les transformations de l'emploi qui viendront avec la transition écologique. Vous verrez, ce n'est pas forcément exactement ce à quoi on s'attend. Je vais vous projeter des transparents qui sont très riches en texte ou en graphique, et donc évidemment je ne vous montrerai pas tout. Ils seront disponibles pour ceux d'entre vous qui souhaiteriez les consulter. J'essaierai simplement de me concentrer sur quelques messages clés au fur et à mesure qu'ils décriveront à l'écran. Ça marche. Alors, je suppose que ça va venir, mais je ne suis pas très habile avec la machine. Bon, C'est peut-être pas vous, c'est peut-être la régie. Il y aurait des batteries là-dedans? Tantôt, ça marchait bien. Vous avez une deuxième, s'il vous plaît? Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer, oui. D'autant que les transparents du début sont assez littéraires, et avec un peu de chance, les graphiques arriveront, je sens que c'est en train de bouger, d'ici le moment où ils seront vraiment utiles. La première chose, bravo, merci, c'est de dire que les incertitudes sur la transition écologique sont considérables, c'est ce que vous voyez sur ce grand écran. Je ne vais pas les lister toutes, mais nous ne savons pas encore quel type d'investissement exactement nous allons devoir faire, quelle est l'ampleur des investissements additionnels. Vous savez qu'il y a ces chiffres qui circulent autour de la transition énergétique ou écologique, ce n'est pas forcément exactement les mêmes définitions, aux alentours de 2% du PIB, disent beaucoup de gens, quelques-uns disent plus. Mais en tout cas, ce que nous savons, c'est que c'est une chose de très grande ampleur. Et nous savons que ça va poser des problèmes un peu inédits, et en particulier le problème qu'on appelle celui des stranded assets, des actifs échoués, qui ne vont plus pouvoir faire ce qu'ils étaient censés faire au temps où on avait accès facilement et pour pas cher à beaucoup d'hydrocarbures. Nous ne savons pas non plus jusqu'où ira l'adaptation des comportements aux nouvelles sobriétés d'usage, et il y a des surprises dans ce domaine-là. Au moment du Covid et surtout au moment de la guerre russe en Ukraine, nous avons vu des populations et des entreprises avoir une rapidité de réaction à la situation nettement au-dessus de ce que les modèles avaient anticipé jusque-là, et c'est donc aussi une zone d'incertitude. Et puis enfin, il y a de grandes incertitudes sur la vitesse à laquelle le progrès technologique peut avancer. Il avance rapidement sur des domaines comme le photovoltaïque. Il avance très lentement sur un domaine très important qui est celui de la capture et du stockage du carbone. Et si demain
une bonne nouvelle arrivée de ce côté-là, ça changerait évidemment sensiblement les équations, mais on ne peut pas tabler sur ce type d'évolution. Bien sûr, pour pouvoir se projeter, nous sommes conduits à regarder comment les métiers vont se transformer. Et à l'horizon de temps relativement court, qui est le nôtre, celui d'une décennie, ce que nous voyons, c'est peu de métiers radicalement nouveaux apparaître, plutôt des métiers qui évoluent, et un certain déplacement des métiers qui peut être lié à la transition écologique, mais qui est d'abord lié, non pas, comme on le pense souvent, au numérique, mais le plus grand facteur de transformation de l'emploi, c'est le vieillissement de la population. Et le vieillissement de la population va conduire à une part croissante dans l'activité des activités médicales et de l'activité d'accompagnement des personnes âgées. Quand nous nous projetons, vous verrez ça dans un instant, c'est un facteur de première importance. La méthode des scénarios que vous pratiquez beaucoup chez Luxembourg Stratégique, nous pratiquons aussi peut-être moins largement avec des horizons de temps moins longs que ceux que vous avez, est absolument vitale. Et là, on a pris une chose très simple, c'est on prend les politiques publiques, y compris en matière de transition écologique, comme elles existent, et on se projette dans le temps. Et puis on fait un scénario où on met en œuvre les objectifs de la stratégie bas carbone qui a été affichée, et on voit quels sont les écarts. Ça va être une part importante de ce que je vais vous présenter. Ce qu'on peut dire à moyen terme dans tous les scénarios, c'est que le travail se déplace toujours vers des emplois plus qualifiés et donc vers les diplômés du supérieur et au détriment des emplois moins qualifiés. Et ce sera de toute évidence un des sujets socialement difficiles des années qui viennent. Dans le scénario bas carbone, il y a un nombre significatif, mais par rapport à ce qui se dit quelquefois modeste, d'emplois additionnels nouveaux. Si on essaye de regarder sur un plan plus sectoriel les différentes évolutions par grand secteur d'activité et qu'on compare ce qui se passe avec un scénario bas carbone et un scénario de référence qui est simplement la continuité de ce que nous avons, vous voyez, il y a des petits cadres creux qui sont ce qui se passe avec le statu quo, et puis les barres dépassent ou sont un peu plus courtes si on met en œuvre le scénario de référence. Et ça, c'est intéressant sur un certain nombre de choses. D'abord, vous voyez qu'il y a une partie significative de croissance sur l'immobilier, je vais y revenir, le principal domaine de création d'emplois lié à la transition écologique. Ce n'est pas des choses très sophistiquées, c'est le second œuvre du bâtiment, c'est les dizaines de milliers, les petits nombres de centaines de milliers d'emplois qui vont se consacrer à rénover le stock de bâtiments existants, plus qu'à construire d'ailleurs. Et ça, c'est évidemment une chose importante. Et puis, on voit des points qui contredisent quelquefois ce qui est communément admis, et notamment, nous ne pensons pas qu'au terme d'une décennie à peu près, on puisse voir une croissance nette de l'emploi industriel ou de l'emploi agricole. Ce sera un peu mieux pour l'emploi agricole si on fait la stratégie bas carbone, mais pas au point de devenir un secteur qui serait créateur net d'emplois. Quand on transcrit ça en passant des secteurs aux métiers, on voit que ce qui est en pointe, ce sont les métiers d'ingénieurs et les métiers qui y ressemblent, et puis les métiers du soin au sens large. Et ça apparaît très nettement si on ajoute un certain nombre de lignes de ce tableau, donc la deuxième ligne en partant du haut, la troisième ligne, la cinquième ligne, et puis la quatrième ligne en partant du bas. Tout ça, ce sont, au sens large, les métiers du care, et si vous les ajoutez tous, ça écrase tout le reste. Et ça, c'est un point très important. La plus grande évolution de la répartition des emplois à l'horizon d'environ 2030, c'est une évolution qui est liée au vieillissement de la population. Si nous regardons maintenant ce qui se passe comme écart entre la projection sans stratégie bas carbone mise en œuvre et avec la mise en œuvre de la stratégie bas carbone,
eh bien, les métiers dans lesquels l'écart est le plus important, ce sont les premières lignes, qui sont les métiers du bâtiment, qu'il faut ajouter, les 3 premières lignes, et ça donne une bonne indication cohérente avec ce que je vous disais à l'instant, d'où vont être les difficultés. Et ça, c'est un domaine dans lequel on peut dire que l'incertitude est relativement limitée, parce que les politiques de rénovation thermique sont à l'agenda des pouvoirs publics dans tous nos pays, et il est extrêmement peu plausible, quelles que soient les évolutions politiques, qu'on se retrouve avec un changement de cap majeur sur l'idée de la rénovation thermique, fût-ce pour une raison très simple, qui est un sujet sur lequel Hans van der Loo reviendra peut-être tout à l'heure, qui est que le prix de l'énergie a pendant longtemps été incroyablement bon marché. L'énergie sera chère à l'avenir. L'enjeu de la rénovation thermique va rester un enjeu très important. Et donc, on peut avoir un degré assez élevé de confiance dans le fait que les choses se produiront bien comme elles sont dessinées sur ce graphique. Il faut maintenant regarder quelque chose qui est très différent du solde net de création d'emplois, qui est le nombre de gens qu'on recrute. En moyenne, pour un emploi nouveau créé, on fait 8 à 9 recrutements. Parce que la quasi-totalité des recrutements se font pour remplacer des gens qui partent à la retraite. Et nous connaissons très bien la démographie de chaque métier. Et donc nous savons dire, métier par métier, le nombre de gens qui, modulo les réformes éventuelles des retraites et les changements de comportement qui peuvent exister, mais à horizon de 5 ou 7 ans, on a des fourchettes assez étroites sur ça, on peut dire donc combien de gens vont sortir du marché du travail et combien de gens vont donc devoir être remplacés pour simplement pourvoir le stock existant d'emplois. Et ça, c'est un point très important parce que les besoins de formation sont déterminés par le nombre de recrutements, pas par la variation du nombre d'emplois. C'est une chose qu'on n'a pas toujours suffisamment en tête, mais qui est évidemment capitale pour le calibrage des formations dès le secondaire, mais dans les études supérieures et dans les études de la formation continue, il faut être capable de tenir compte de ces facteurs. Et ce sont des facteurs de très grande ampleur avec des métiers dont les démographies sont très différentes. Par exemple, dans les métiers de l'informatique, on recrute beaucoup, c'est en croissance, c'est un métier jeune, il y a peu de départs. Et donc le ratio recrutement sur création nette d'emplois n'est pas très élevé. Mais dans les métiers d'agent de maintenance ou d'aide ménagère, on a souvent des personnes âgées. Et donc, même si ça se stabilisait, on continuerait d'avoir énormément de recrutants dans ces métiers. C'est particulièrement vrai pour les métiers qui sont liés avec des déséquilibres. Là, vous avez l'identification des déséquilibres hors stratégie bas carbone. Et vous voyez que vous avez des métiers comme agent d'entretien. Le petit carré qui est sur la pointe indique le déséquilibre entre les sorties et les rentrées probables compte tenu du fonctionnement actuel du marché de la formation. On voit que déjà, il y a des déséquilibres importants dans des métiers comme agent d'entretien, comme enseignant, comme aide à domicile, d'ores et déjà. Et puis, il va apparaître des déséquilibres nouveaux ou plus amples encore si nous sommes dans le scénario bas carbone. C'est le transparent que vous avez ici, et où vous voyez, et ça c'est évidemment un point très important, que pour réussir la stratégie bas carbone, et en particulier sa composante la plus gourmande en emploi, qui est la rénovation thermique des bâtiments, il faut résoudre les déséquilibres qui sont là. Ces déséquilibres, ils sont une anticipation de ce qui se passe si on ne fait rien. Et notre objectif, c'est d'être démenti par les faits. J'insiste beaucoup sur ça parce qu'il y a des exercices de prospective où on se donne comme objectif que ça se passe comme on l'annonce. Là, en identifiant ces déséquilibres, nous nous donnons comme objectif que ça ne se passe pas comme nous le prévoyons. Et en envoyant ce signal suffisamment tôt, nous espérons et nous agissons pour que les responsables de la répartition sectorielle de la formation initiale et de la formation continue tiennent compte des déséquilibres probables à moyen terme. C'est un exercice
qui doit aussi être régionalisé. Et depuis maintenant 1 an, nous avons publié tout ce qui est la projection des métiers à 2030 sur une base régionale. Et nous avons essayé de le faire en particulier dans le domaine du bâtiment. Et ça donne des choses qui sont extrêmement différentes d'une région à l'autre. Sans surprise, c'est dans le quart nord-est et la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est juste en bas à droite, que nous avons les impacts les plus importants. Dans le quart nord-est, pour des raisons assez simples, c'est là qu'on a le plus de bâtiments mal isolés aujourd'hui, de ce qu'on appelle les passoires thermiques. C'est aussi une région plus froide et c'est une région plus pauvre. Et c'est donc là que l'impact des politiques publiques de soutien à la rénovation thermique peut être le plus important. Ces exercices de régionalisation sont disponibles pour toutes les régions sur le site de France Stratégie. Pour terminer en quelques mots, la méthode que nous employons pour ces projections est extrêmement simple. On fait un modèle multisectoriel de l'économie, on le projette, on le discute avec les responsables des différents secteurs, notamment pour identifier la demande et les gains possibles de productivité. On analyse la démographie des métiers qui sont employés dans les différents secteurs et on fait une projection à horizon décennal. Ça demande beaucoup de patience, ça demande à être très méthodique et ça donne des résultats que l'expérience nous montre être assez fiables en dehors des questions de cycle économique. C'est-à-dire que nous avons un bon score prédictif sur tout ce qui est structurel et un score qui est moins bon pour les activités très cycliques comme peuvent l'être le bâtiment ou l'agriculture. Mais corrigé du cycle, on sait maintenant prédire assez bien ce genre d'évolution, en particulier en ce qui concerne les questions des métiers du bâtiment. Nous avons un degré de confiance assez élevé dans le fait que si les politiques mises en œuvre à l'heure actuelle continuent et sont menées à terme, il y aura ce type d'effet-là sur les métiers du bâtiment. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Des choses assez simples. À horizon de moyen terme, les grandes transformations, ça n'est pas directement des métiers complètement nouveaux liés à la transition écologique. Ça n'est pas non plus un bouleversement lié à l'intelligence artificielle. Ce sont d'abord des bouleversements liés au vieillissement de nos populations. Et à l'intérieur de ce qui est lié aux politiques de transition écologique, le secteur où ça bouge le plus, c'est le bâtiment. Et puis le deuxième secteur où ça bouge dans l'autre sens, c'est l'industrie automobile, où la construction et la réparation et l'entretien des automobiles vont baisser au fur et à mesure que le parc va s'électrifier. Mais les ordres de grandeur sont assez différents. Si on fait des chiffres très approximatifs, ce qui est lié au bâtiment et ce qui va avec, c'est plus de 100 000 à l'horizon de 2030. Et si on fait le solde de ce qui est négatif lié à l'automobile, c'est à peu près moins 50 000. Ce sont des chiffres dont on peut débattre et qui sont là, pour le coup, sur l'automobile, beaucoup plus sujets à caution, parce que les scénarios des aides publiques, de l'évolution du marché, de l'évolution des comportements sont beaucoup plus aléatoires que sur le bâtiment. Voilà, à l'état actuel de nos connaissances, ce que nous pouvons dire. Ce sont des projections qui peuvent se faire dans tous les pays assez aisément. Mais c'est une des briques de ce qui permet de faire une planification écologique qui tient la route et qui n'aura pas trop de mauvaises surprises en cours de route. Merci de votre attention. Merci, monsieur de Margerie.